Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate TTSO IFRI qui décortique chaque semaine l'actualité américaine. Aujourd'hui, c'est le retour des épisodes consacrés à un livre qui vient de sortir sur les États-Unis et j'ai le grand plaisir d'accueillir Yves-Marie Perréon. Bonjour Yves-Marie. Bonjour Laurence. Alors Yves-Marie, vous êtes professeur des universités à Paris Panthéon-Assas, qu'on appelait dans le temps Paris 2. Vous enseignez l'histoire de l'économie et l'anglais de l'économie. En réalité, vous êtes tout simplement historien et angliciste à la fois. Vous avez écrit déjà plusieurs livres, dont une biographie de Franklin Delano Roosevelt et un livre qui s'appelait « Rendre le pouvoir ». Un livre qui est sorti en 2023 et qui est consacré à ce qu'ont fait les présidents après leur départ de la Maison-Blanche. C'est ça, et le premier d'entre eux, c'était bien sûr George Washington. Et ce qui justifiait ce livre en 2023, c'était évidemment toutes les angoisses que nous avions eues autour du départ ou non de Donald Trump. En 2021. C'est ça. Puis on verra ce qui se passe en 2028, mais c'est une autre histoire. Ouais. Vous sortez donc ces temps-ci une biographie sur George Washington, le premier des Américains, chez Talandier. Vous l'aviez évidemment prévu à cause de l'anniversaire des 250 ans de la Déclaration d'indépendance. Voilà, c'est ce qui suscite un regain d'intérêt pour ce personnage et pour ce moment de l'histoire des États-Unis. Oui, parce que George Washington est important non seulement parce qu'il a été le premier président et qu'il a mis en œuvre les institutions pour la première fois, ça va être une partie de notre discussion, mais avant cela, il a été également chef de guerre dans la guerre d'indépendance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ses exploits? Il faut peut-être d'abord le situer dans le temps. Il est né en 1732, c'est-à-dire que c'est un homme déjà d'âge mûr qui a une carrière derrière lui au moment où la guerre commence en 1775. Une carrière de propriétaire terrien, si je ne m'abuse. Oui, il est né dans une famille de la Tidewater, c'est-à-dire la plaine littorale de la baie de Chesapeake. Il est le premier de la fratrie née du second mariage de son père. Ok. C'est quelqu'un qui, très jeune, orphelin de père, devient propriétaire d'une petite plantation. Mais à la différence de beaucoup d'autres acteurs de la Révolution américaine, il n'a pas étudié à l'université. Il n'a pas, comme son père ou ses frères, ses demi-frères aînés, étudié en Angleterre. Il a appris le métier d'arpenteur sur le terrain. Et ce qu'on voit dans le livre, c'est qu'il est un petit peu honteux de cette absence d'éducation. Oui, c'est un manque qui va le poursuivre tout au long de sa carrière. Mais dans un premier temps, ça lui a permis de mener une vie très aventureuse dans ce qu'on appelait à l'époque des Indian Country, le pays indien. C'est-à-dire au-delà des monts Allegheny, la vallée de l'Ohio, territoire contesté entre les Français venus de la vallée du Saint-Laurent, venus du Nord, et les Britanniques à l'époque qui montaient des colonies littorales. Et les Amérindiens, évidemment. Et au milieu, bien sûr, un territoire qui, contrairement à la représentation qu'on s'en faisait à l'époque, n'est pas du tout un territoire vide, puisque se trouvent les nations amérindiennes qui jouent un jeu politique très complexe entre les deux puissances européennes. Et en tant qu'arpenteur, donc, George Washington mesure ces territoires. Alors, il mesure ces espaces qui ont un statut juridique un peu indéfini, qui sont considérés par les spéculateurs fonciers comme n'appartenant à personne, et donc sont de bonne prise, et permettent des opérations extrêmement lucratives à ceux qui peuvent d'abord les arpenter, les mesurer, les lotir, et en assurer la vente à des nouveaux arrivants des pays européens. Puisque George Washington est ce grand propriétaire, un notable de Virginie, comment se fait-il qu'il ait pu devenir un rebelle contre le roi George III ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les décisions prises à Londres entrent en conflit avec ses intérêts. Et il n'est pas le seul, bien évidemment. On pense à tous ces révolutionnaires qui se révoltent contre les mesures fiscales décidées par le Parlement de Westminster, comme le Stamp Act, le Sugar Act et d'autres lois fiscales. Mais dans son cas particulier, je crois que une autre décision qui leur est antérieure et qui est la proclamation de 1763 compte davantage. Il s'agit d'une proclamation du roi George qui définit une ligne dans les Appalaches, au-delà de laquelle les Amérindiens ne seront pas spoliés. Voilà, exactement. Or, Washington est devenu immensément riche par la spéculation foncière. Et une grande partie d'ailleurs des combats qu'il a menés pendant la guerre de 7 ans, c'est pour pouvoir continuer à effectuer ces opérations qui sont très lucratives. Il est propriétaire de milliers d'hectares. Et cette décision, encore une fois de Londres,
prise à des milliers de kilomètres de distance, est très contraire à ses intérêts et joue certainement beaucoup dans son détachement à l'égard de la monarchie qu'il a au fond servi très fidèlement et au péril de sa vie pendant la guerre de 7 ans. Et donc, son attitude prédatrice par rapport au territoire des Amérindiens est un autre point noir dans notre appréciation aujourd'hui de George Washington, au même titre que le fait qu'il avait des esclaves. Oui, en effet. Venons-en à la guerre d'indépendance. Alors la guerre d'indépendance, elle commence traditionnellement, on dit, par la bataille de Lexington, qui est un engagement entre des volontaires américains et des troupes britanniques cantonnées à Boston. Et c'est au mois d'avril 1775. Et très peu de temps après, les colonies américaines se rassemblent, décident de se porter au secours de Boston et de créer une armée continentale. Donc on a deux institutions ici qui portent le nom de Continental, le Congrès, qui siège à Philadelphie, et l'armée. Et à la tête de cette armée, il faut nommer un commandant en chef. Et on choisit justement George Washington, qui est un planteur de Virginie, pour deux raisons principales. La première, c'est son expérience militaire dans la guerre de 7 ans, qui a eu lieu entre 1754 aux États-Unis, mais traditionnellement on dit plutôt 56, et 1763. Il est connu comme ayant été colonel du régiment de Virginie. Il sait mener des troupes au combat, il a une expérience. Oui, vous racontez dans le livre, il s'est déjà illustré dans cette guerre de 7 Voilà. ans auparavant. Il est un héros de la guerre de 7 ans. Et puis aussi parce qu'il est virginien. Et le foyer initial de la révolte des colons contre l'autorité de Westminster, du Parlement et du roi, c'est la ville de Boston. C'est elle qui est occupée par les Britanniques et qu'il faut aller secourir. Mais pour assurer l'unité des autres colonies, il vaut mieux que que le chef de l'armée, ne soit pas lui-même issu de la Nouvelle-Angleterre. Le deuxième point, c'est que sur ces 13 colonies le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord, il faut unir la partie du sud à la partie du nord. Oui, alors même à l'époque, il faut se dire aussi que y a pas juste le sud et le nord. Il y a vraiment 13 colonies qui ont toutes leur identité propre, qui ont une économie qui n'est pas la même. Enfin, les marchands de Boston ne sont pas les planteurs de Virginie. De même, les fermiers de Pennsylvanie n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que les spéculateurs fonciers de Virginie, là encore. Donc, il faut vraiment manifester cette unité. D'où le choix des mots, d'ailleurs, continental. Vous passez aussi un long moment dans le livre, c'est vraiment passionnant, à expliquer comment George Washington lui-même et les autres se décident à se rebeller contre la Grande-Bretagne, ce qui n'était pas du tout évident pour eux au départ. Oui, c'est un homme qui a combattu au service du roi George dans sa jeunesse. Il a véritablement été un officier qui, alors certes, il n'était pas dans l'armée régulière, il était dans un régiment colonial, mais il a combattu pour le roi. Et donc, à ce titre, c'est vraiment un patriote. Et c'est au nom de ces fameuses libertés anglaises, il est lui-même d'une famille anglaise de Virginie, que les colons se rebellent contre les décisions prises à Westminster et qui elles-mêmes découlent de la crise financière provoquée par la guerre de 7 ans. Alors, les grands moments de cette guerre d'indépendance? C'est une guerre qui dure longtemps. Elle commence en 1775, et elle s'achève avec le traité de Paris en 1783. Alors en vérité, les combats cessent sur le théâtre d'opérations américain en 1781 avec la bataille de Yorktown. Donc du point de vue américain et du point de vue de Washington, elle dure de 1775 à 1780. Mais c'est très long. C'est une succession de campagnes qui ont lieu généralement à la belle saison, et de longues périodes d'hivernage dans des conditions parfois très difficiles. Rappelons-nous que les Britanniques, eux, ont l'avantage d'hiverner en ville, à New York par exemple, alors que les soldats américains doivent se contenter de campements de fortune. Et Washington, et c'est une grande part de sa popularité, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est d'avoir été le commandant en chef qui a traversé ces épreuves avec les soldats du rang, notamment le fameux hiver de Valley Forge, un peu au nord de Philadelphie, au milieu de la guerre. Alors après, les étapes, c'est d'abord secourir Boston, qui est occupé par les Britanniques, un siège qui s'éternise et qui finit par prendre fin, si j'ose dire, au moment où les Britanniques décident d'évacuer la ville, considérant qu'elle n'est plus défendable. Donc là, nous sommes au mois de mars 1776. Ensuite, l'indépendance commence à être proclamée au mois de juillet par la fameuse déclaration d'indépendance. Et les Britanniques reviennent par voie maritime à New York. Et là se passe la série de batailles de New York au cours de l'été et de l'automne 1776, qui se solde par une très lourde défaite des Américains et de leur commandant en chef qui a décidé de tenir cette position alors que stratégiquement c'était tout de même un pari très risqué. Les Américains à ce moment-là se déplacent vers la Pennsylvanie, poursuivis par les Britanniques. À la toute fin de l'année 1776,
Washington sauve l'honneur en remportant la fameuse bataille de Princeton et de Trenton. Ce sont des engagements très limités, donc fin 76, début 77. Et puis s'ensuit une phase très indécise où les combats se poursuivent essentiellement en Pennsylvanie. Ce sont des batailles qui sont la plupart du temps perdues par Washington. Ça n'est pas un général victorieux comme on peut se représenter par exemple le jeune Bonaparte ou même après Napoléon. Lui, il se distingue pas particulièrement par des grands succès militaires. Le premier grand succès des insurgents, comme on disait à l'époque en France, c'est la bataille de Saratoga, fin 1777, dans la vallée de l'Hudson, au nord de New York. Mais c'est pas lui qui l'a conduit. Et c'est pas lui qui l'a gagné, voilà, c'est le général Gates, son rival. Mais cette bataille de Saratoga a un grand retentissement international et c'est à ce moment-là que les Français se disent que ça vaut la peine d'investir, voilà, pour venir au secours des révoltés. Et le traité d'alliance et le traité de commerce, les deux documents sont signés en février 78 et les Français finissent par arriver. C'est surtout Rochambeau. Alors il y a d'abord l'épisode avec l'amiral d'Estaing, mais c'est Rochambeau qui arrive aux États-Unis en juin 1780, qui apporte des renforts considérables, un corps expéditionnaire de militaires éprouvés. Lui-même est un général qui a fait ses classes pendant les conflits continentaux en Europe. La guerre de 7 ans. La guerre européen. De 7 ans, voilà. Ouais. Et il se place sous l'autorité de Washington. Ça, c'est remarquable. Louis XVI a dit à Rochambeau, qui est un militaire beaucoup plus capé, on dirait aujourd'hui, attention, le chef, c'est Washington. Et Washington n'abuse pas de son pouvoir. Il est très diplomate, aussi très politique. Et ils arrivent à tout à fait coopérer, d'autant plus que Washington est obsédé par l'idée de venger son échec, de prendre sa revanche sur son échec de New York, et il veut reprendre New York. Et Rochambeau finit par lui faire comprendre que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. S'apercevant que les Britanniques sont partis dans le sud, en Virginie, il considère que le moment est le bon pour déplacer les deux armées du nord vers le sud, faire la jonction avec la flotte de l'amiral de Grasse qui croise dans les Antilles et qui empêche la flotte britannique de se porter au secours des Britanniques qui, eux, sont sur le sol virginien. Et c'est la bataille de Yorktown, avec la capitulation de Cornwallis en octobre 81, qui marque la victoire de l'armée continentale et des Français sur les Britanniques. Pourquoi est-ce que Rochambeau et l'amiral de Grasse semblent beaucoup moins célèbres que Lafayette, que vous n'avez pas encore nommé? Alors, j'ai pas encore mentionné. Alors, on peut s'intéresser à faire une comparaison un peu entre Lafayette et Rochambeau. Ce sont deux hommes de deux générations différentes. Rochambeau a combattu pendant la guerre de 7 ans avec le père de Lafayette. Rochambeau, il est né en 1725, il est d'une famille aristocratique du Vendômois. Il y a toujours à Torrey-la-Rochette un grand château où habitent ses descendants. Et, encore une fois, il a des états de service très brillants, c'est un militaire respecté. Lafayette, lui, est aussi un aristocrate d'une des toutes premières familles de la noblesse française. Il a aussi épousé une Noailles, donc ça le place au premier rang des grands seigneurs de la cour. Il est né, lui, en 1757, et ce qui l'amène à s'engager dans la guerre d'indépendance, c'est une forme d'idéalisme. Il est séduit par ce combat pour la liberté. Et dès 1777, il part aux États-Unis pour combattre. Mais à titre individuel. À titre individuel. Ouais. Alors, le gouvernement français, si on peut employer cette expression, est au courant, essaye de façade de l'en dissuader, mais sait très bien ce qui va se passer. Et le représentant américain à Paris, Silas Deane à l'époque, lui, c'est paraît un peu fou, alors qu'il n'a absolument aucune expérience, fait savoir au Congrès que compte tenu de son rang, de sa notoriété, il serait bon qu'il soit nommé général. Et il est nommé général à 20 ans. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que se crée, s'habille assez rapidement, une véritable amitié, je pense sincère, entre Washington qui pourrait être son père et qui le considère comme le fils qu'il n'a pas eu. Et franchement, Lafayette, c'est un personnage qui a une très longue vie, puisqu'il meurt sous la monarchie de Juillet, qui a un rôle très controversé dans la Révolution, qui en France n'a pas très bonne presse, mais aux États-Unis, il n'a pas du tout démérité, et il n'a pas gagné de grandes batailles à lui tout seul, mais néanmoins... Contrairement à Rochambeau, donc. Mais en tout cas, quand il mène cette guerre de partisans contre les Britanniques en Virginie, il a véritablement des succès à son crédit. Je voulais vous poser une dernière question sur cette première partie militaire de la vie de George Washington. On sait que le Congrès continental, donc les rebelles, avaient été au Canada proposés
aux Canadiens britanniques, devenus britanniques après la fin de la guerre de 7 ans, de se joindre à eux dans leur rébellion vis-à-vis de Westminster et que ces derniers ont refusé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, éventuellement, si les Canadiens français qui restaient encore sur place au Québec ou en Acadie auraient pu eux-mêmes se joindre de leur côté au combat des Américains? Tous ces gens vivent dans l'ombre portée de la guerre de 7 ans. Et les Français du Canada, de la Nouvelle-France, de l'ex-Nouvelle-France, ont combattu contre les Britanniques et contre les colons, et notamment contre les colons de Nouvelle-Angleterre, de Boston, qui étaient très virulents pendant non seulement d'ailleurs la guerre de 7 ans, mais les conflits qui l'avaient précédé, les conflits intercoloniaux. Et il y a beaucoup de ressentiment. Les Français ont leur particularisme linguistique, et puis ce qui est encore plus important, ils sont catholiques. Et ils redoutent beaucoup que le fait de rejoindre le combat des 13 colonies, pour devenir la 14e, au fond, pourquoi pas, ne les noie dans un environnement qui soit hostile, anglophone et protestant. Et finalement, ils s'accommodent assez bien du statut qui est le leur depuis que le roi George III s'est substitué à Louis XV. Les Britanniques ont su plutôt intelligemment prendre le contrôle de l'ancienne Nouvelle-France et garantir un certain nombre de droits à ces populations. Donc là, vous répondez pour les Français du Canada ou ex-Français du Canada, mais quid du Canada britannique dans ce cas-là? Pourquoi? Alors à l'époque, je pense qu'il y avait peu de Britanniques. En fait, les Britanniques qui étaient au nord du Saint-Laurent, c'était essentiellement des soldats. Passons maintenant donc à l'autre grande période de la vie de George Washington, qui est celle du président Washington et de la manière dont il a su mettre en œuvre les nouvelles institutions créées par la Constitution, donc rédigée en 1787, et lui devient président en 1789, les 13 colonies ayant à ce moment-là toutes ratifié le document constitutionnel. Comment s'y prend-il et pourquoi est-ce que sa pratique a été aussi importante et vertueuse pour la suite de la vie politique du pays? Il est en effet à l'origine de beaucoup de précédents. Mais je pense qu'il faut commencer par dire qu'il a joué un rôle assez longtemps sous-estimé, il me semble, dans la Constitution, dans l'élaboration de la Constitution elle-même. Alors, simplement pour remonter un tout petit peu dans le temps, la guerre est terminée et à la surprise générale, il décide de retourner à la vie civile. Et ça lui vaut une immense popularité et un immense respect. Oui, il se prend pour le Cincinnatus du Nouveau Monde. Alors, ces hommes vivent dans, là aussi, la mémoire de tous ces exemples de la littérature grecque et romaine, de la vertu antique. Et donc, il imite Cincinnatus en rentrant chez lui. Et tout le monde s'attendait, on le voit très bien dans les correspondances des contemporains, dans un mot qui est prêté au roi George lui-même, qui dit « si jamais il fait ça, il sera l'homme le plus important, le plus grand homme de la Terre ». Et donc, oui, en effet, sa retraite est sincère. Mais très vite, et il n'est pas le seul bien sûr, il s'aperçoit que ce qu'on appelle les articles de la Confédération, qui est le système mis en place pour gérer les 13 colonies, pendant la guerre, voilà, exactement, est insuffisant. Et que l'Union risque à tout moment de se dissoudre. Et à ce moment-là, il y a quand même cette idée que les puissances européennes pourraient prendre leur revanche, que les Britanniques pourraient prendre leur revanche, mais n'oublions pas que il y a les Espagnols et les Français. On oublie toujours les Espagnols, qui ont joué un rôle d'ailleurs dans la guerre, mais ils sont aussi très présents. Et donc ça génère chez lui, je pense, et chez beaucoup d'autres Américains de l'époque, une véritable angoisse. Et le processus est un peu compliqué, donc on va pas en retracer toutes les étapes, mais il aboutit à ce qu'une convention constitutionnelle se réunisse à Philadelphie en 1787. Et là, on se rend compte qu'il a poussé, il a accompagné, en somme, ce mouvement en disant oui, c'est une très bonne idée. Ensuite, il est désigné par la Virginie pour siéger parmi la délégation. Et tout de suite, arrivé sur place, il est choisi pour présider les débats. Donc ce rôle de président ne lui permet pas véritablement de prendre la parole, de donner son avis. En revanche, on sait très bien qu'il soutient telle ou telle proposition, notamment les propositions qui sont formulées par James Madison, qui est aussi un Virginien, et dont beaucoup sont reprises dans le projet final. Donc là aussi, il joue ce rôle de celui qui préside les débats, qui donne de l'autorité, en somme, à la Convention. Et une fois que le texte est rédigé, et que s'engage ce débat de ratification, il envoie lui-même plusieurs copies imprimées à des gens qu'il connaît, qui peuvent avoir une influence, et avec un mot de couverture, disant voilà, c'est le texte auquel on est parvenu. Alors il est peut-être pas parfait, mais c'est le meilleur dans les circonstances. Et donc, je vous engage vivement, en somme, à faire usage, alors il le dit autrement bien sûr, mais faire usage de votre influence et à vous-même vous engager pour la ratification.
Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, cette constitution, comme on sait, prévoit l'équilibre des pouvoirs et un président. Et dans les pouvoirs qui lui sont accordés, on peut se dire que les délégués avaient anticipé, c'était assez clair pour tout le monde, que le premier titulaire de la fonction serait Washington. Et la confiance qu'il inspirait a sans doute conduit à ce que on accorde des pouvoirs importants à ce chef de l'exécutif. Parce qu'on savait que ce serait lui, que ça se passerait bien. Et alors qu'il n'abuserait pas de son pouvoir. Et c'est ce qui effectivement s'est passé. Alors il a été élu à l'unanimité par 2 fois, et il a posé un certain nombre de précédents. Alors certains relèvent de l'anecdote, par exemple le fait qu'on s'adresse toujours même à Monsieur Trump en disant Mr. President, on ne dit pas Votre Altesse Sérénissime, le chef de l'exécutif, oui, etc. Vous dites qu'il y avait un débat sur un débat de protocole sur la manière dont on allait nommer ce chef d'État inédit à l'époque. Oui, donc finalement c'est juste Monsieur le Président. Et puis il y a des précédents beaucoup plus importants du point de vue de l'équilibre des pouvoirs, surtout par rapport au pouvoir législatif. Est-ce que le président peut se rendre sur place pour consulter les sénateurs sur les questions de politique étrangère? Alors il le fait, puis il est assez mal reçu. En tout cas, il a le sentiment d'être assez mal reçu, parce que cet homme très distant, très froid, en vérité, a de fortes passions, et on sent que par moments, ça boue intérieurement. Donc quand les sénateurs n'acceptent pas nécessairement les recommandations qu'il fait sur les relations avec les nations amérindiennes, on sent que ça lui déplaît souverainement, et donc il va pas recommencer. Donc il y a toute une série de précédents de cette nature qui façonnent la fonction. Il y a le choix de la capitale fédérale qui va porter son nom, et ça il le sait de son vivant, c'est pas un peu fou. Oui, il choisit même les plans avec Pierre l'Enfant, oui, le français. Et puis des décisions importantes qui sont posées en matière de dette publique, de politique financière et monétaire, et puis dans la pratique très très courante, le fait que, alors ça c'est assez clair, c'est à lui que revient la prérogative de choisir des collaborateurs, avec ensuite advice and consent du Sénat. Donc il constitue une équipe. En d'autres contextes, on aurait pu la qualifier de Dream Team. Enfin, il y a Hamilton au Trésor, Jefferson aux affaires étrangères, Knox à la guerre, comme on dit à nouveau aujourd'hui, et Adams. Alors Adams, qui est son vice-président, et puis Randolph, qui est Attorney General, qui deviendra ensuite l'équivalent de ce qu'on peut appeler un ministre de la Justice. Mais le cabinet présidentiel ne s'est réuni pas avant 1791. Donc au départ, c'est le président qui, dans sa résidence, d'abord à New York puis à Philadelphie, travaille dans son bureau avec Jefferson pour savoir comment recevoir un ambassadeur, par exemple. Et puis après, il se dit que, ma foi, ça peut avoir du sens aussi de réunir tout le monde et puis d'avoir une discussion. Et c'est comme ça que naît le cabinet présidentiel. Ça a été étudié assez récemment. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce cabinet présidentiel, très très tôt, apparaissent 2 courants opposés. Le courant des fédéralistes, qui à l'époque signifie ceux qui sont favorables à un pouvoir fédéral fort, et puis face à eux, les antifédéralistes, qui sont d'ailleurs plutôt des Virginiens, si je comprends bien, et qui sont plutôt favorables à un pouvoir des États qui reste fort vis-à-vis du fédéral. Les fédéralistes sont dirigés, en quelque sorte, il n'y a pas véritablement de chef de parti comme on l'imagine aujourd'hui, mais enfin la personnalité marquante, c'est Hamilton, le secrétaire au Trésor. Ils sont favorables, en effet, à un pouvoir fédéral fort. C'est Hamilton qui a été à l'origine d'un certain nombre de décisions en matière financière, la fédéralisation de la dette de guerre, la création de la première banque des États-Unis, l'émergence d'une fiscalité au sens de banque centrale. Absolument, absolument. Okay. Même si elle aura une durée de vie limitée. Et puis en face, vous avez ce qu'on appelle alors les républicains ou les démocrates républicains ou les républicains démocrates. Moi, j'ai choisi de les qualifier de républicains par souci de simplicité dans l'ouvrage, mais ce sont ceux qu'on pourrait appeler les ancêtres de nos actuels démocrates. Et eux sont plutôt des hommes du Sud, notamment Madison et Jefferson, qui sont très proches, ce sont des amis qui ont beaucoup travaillé ensemble. Madison succédera ensuite à Jefferson à la présidence, et ils sont favorables à une propriété rurale, de petits propriétaires, ce qui les fait apparaître comme un peu plus populaires peut-être que les fédéralistes qui, eux, sont proches des intérêts de la bourgeoisie marchande, financière, et de ce qui deviendra ensuite le secteur manufacturier aux États-Unis.
Sachant que ces démocrates du Sud ont pour beaucoup d'entre eux des esclaves dans Oui. leur plantation. Il Alors, faut vraiment qu'on parle de ça. Il faut être très clair là-dessus, effectivement. George Washington en possède. À ce propos, simplement, Washington, c'est un Virginien. Et ça, c'est très remarquable. Il s'affranchit aussi de ses solidarités régionales. Au fond, il aurait pu se ranger dans le camp des républicains par solidarité virginienne. Mais il ne l'a pas fait. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des républicains en dehors, évidemment, de la Virginie, mais enfin, néanmoins, il n'a pas eu cette sorte de Clanisme. réflexe, voilà, de clanisme, absolument. Et donc, il est dans une situation très difficile à gérer pour lui, parce que il est le père de la nation, pourrait-on dire. Il est unanimement respecté. Qu'il aille en Virginie ou qu'il aille en Nouvelle-Angleterre, il est reçu en héros, avec enthousiasme. Mais on voit très bien que ses propres positions personnelles sont celles davantage des fédéralistes. Et c'est vraiment, je pense, dans la continuité de son combat pour l'indépendance, mais pour l'union, le pouvoir fédéral fort. Néanmoins, il maintient tout de même cette impartialité, sans parler de neutralité, cette impartialité. Pour être tout à fait clair pour les auditeurs, il y a donc ce parti des Virginiens plutôt favorable au pouvoir local, qui s'appelle à l'époque, que vous appelez pour l'époque des Républicains, mais vous avez bien dit tout à l'heure qu'ils étaient d'une certaine manière les ancêtres des démocrates d'aujourd'hui. Oui, il y a une sorte de continuité. Alors, ce que je voudrais juste ajouter à propos de ces deux partis, c'est que très vite, aux questions de politique intérieure s'ajoutent les questions de politique étrangère. Et pour caricaturer, les fédéralistes sont plutôt favorables à la Grande-Bretagne, alors que les républicains sont plutôt favorables à la France dans la guerre qui éclate au moment de la Révolution française. Et ça joue là aussi beaucoup sur l'intensité du débat. Derrière, il y a aussi des questions de survie de la nation. Parce que faut-il se réconcilier avec l'ancienne puissance coloniale et se fâcher avec la France qui a aidé au combat pour l'indépendance? Toutes ces questions ont dû être débattues au sein du cabinet présidentiel, plus largement d'ailleurs dans le pays. Sous la présidence de Washington, en tout cas, les États-Unis ont réussi à maintenir une neutralité par rapport aux guerres de la Révolution française. Voilà, exactement. Pour conclure sur ce grand rôle de Washington, chef d'État, ce qui surprend finalement, c'est qu'il n'ait pas écrit de traité politique. À l'époque, il y a les Federalist Papers qui sont très lus. Lui n'a rien écrit de doctrine politique et institutionnelle. C'est juste son action qui parle. C'est vrai. Alors, là aussi, d'abord, c'est un homme qui a beaucoup écrit ou fait écrire ses secrétaires. Il a une très volumineuse correspondance, pendant la guerre notamment. Et puis, une fois président, il a fait écrire et remanier lui-même ou corriger un certain nombre de grands discours importants, le plus connu étant la fameuse adresse d'adieu de 1796. Et donc, on peut construire ou reconstituer une espèce de corpus idéologique à partir de tous ces documents. Mais le fait est en effet qu'il n'a pas pris la plume pour faire comme Jefferson ou comme John Adams, entreprendre la rédaction d'un traité politique. Il n'a pas non plus d'ailleurs écrit ses mémoires, ce qui aurait été un document absolument passionnant. Alors pourquoi ? Je pense que au fond, alors c'est un homme qui est à la fois très conscient de sa valeur, qui fait tout pour sculpter sa propre statue, mais il a aussi très conscience de ses limites et qu'il ne veut pas s'aventurer dans un domaine qui n'est pas le sien et sur lequel il risquerait au fond de tomber de son piédestal. Enfin, il y a une forme aussi de modestie, je crois, par rapport à des esprits sans doute plus déliés que le sien. On lui reconnaît du bon sens, on lui reconnaît de la réflexion, mais certainement pas l'agilité de la réflexion ou la brillance D'ailleurs, enfin, on le voit très bien quand on s'intéresse à l'image qu'il a laissée parmi les contemporains et notamment parmi les Français. Il y a cette idée qu'au fond, c'était quelqu'un d'assez, c'était un raseur, quoi. Il était. Oui, il semble pas très marrant quand même, ce George Washington, au travers de la biographie que vous en faites. Non, c'est pas un homme qui se distingue par le sens de l'humour. En tout cas, on lui connaît pas de bons mots. Et même très réservé. C'est un homme distant, très peu communicatif. Je pense aussi que il faut se dire que plus on remonte dans le temps, moins on a de documents. Et donc, il y a par exemple une part de sa correspondance privée qui nous échappe. Sa femme, après son décès, a brûlé toutes leurs lettres. Donc, apprécier la réalité de leur relation est assez difficile. C'est juste. On voit très bien, par exemple, qu'il s'est voulu un bon père de famille pour les enfants qui étaient ceux du premier mariage de sa femme. Il n'a pas eu d'enfant lui-même. On voit qu'il a des amitiés fidèles, fortes. Avec Lafayette. Avec Lafayette, exactement, et puis avec d'autres.
Sachant que, alors avec Lafayette, c'est un peu particulier parce que Lafayette est parti, il est rentré en France et leurs relations n'ont plus été que par le truchement de la correspondance. Mais il a aussi des hommes qu'il a côtoyés pendant la guerre, comme Knox ou Hamilton, dont il a été très proche. Mais on voit aussi que si à un moment donné la politique interfère dans leurs relations, c'est toujours son sens du devoir ou ce qu'il considère être son devoir au plan politique qui prime, au risque de briser des fidélités ou des amitiés très anciennes. Là, on parle du côté personnel qu'on essaye de reconstituer Oui. avec des sources insuffisantes. Mais sur le plan politique, vous avez dit qu'il choisissait le camp du fédéralisme, bien qu'il soit virginien. Il apparaît quand même comme très conservateur. Comment décririez-vous son tempérament politique? C'est un conservateur. Oui, on peut... C'est un conservateur, mais qui s'est quand même rebellé Oui, voilà, de manière exactement. spectaculaire. Mais dans ce cas-là, c'est toute une question qu'on peut se poser sur les révolutionnaires américains. N'étaient-ils pas au fond des révolutionnaires par conservatisme, dès lors qu'il s'agissait de défendre leurs droits, pas payer l'impôt, et d'autre part, dès lors que l'on se souvient aussi qu'ils n'ont jamais pris l'initiative, par exemple, d'abolir l'esclavage. Oui, ça c'est une certain. énorme question. Voilà. Quand on voit la façon dont Washington s'est positionné par rapport à ça, il possédait des esclaves. C'était même une des sources de sa richesse. C'était un notable, un des hommes les plus riches des 13 colonies, et cette richesse avait deux origines. Le fait qu'il était à la tête d'un immense domaine agricole où travaillait une main-d'œuvre servile, constituée d'esclaves, des esclaves très nombreux, qui lui appartenaient en propre ou qui appartenaient à sa femme, et qu'elle-même avait hérité de son défunt mari, son premier mari. Et puis, ça tenait à la spéculation foncière, qui était des terres dont ils s'étaient arrogés la possession, au détriment finalement de leurs propriétaires ancestraux, qui étaient les Amérindiens. Et c'est de là que venait sa richesse. Alors, par rapport aux esclaves, il n'est pas le seul des pères fondateurs à avoir possédé des esclaves. Tous les grands noms de la Virginie, qu'il s'agisse de Madison ou de Jefferson, possédaient eux aussi des esclaves. Et seul parmi eux, il les a affranchis lors de son décès, en décidant par voie testamentaire de libérer ses esclaves. Donc ça le singularise. Il a été plus loin que Jefferson ou Madison. Et qui n'en ont pas fait autant. Qui n'en ont pas fait autant, voilà. Alors, tout ça avec tout un tas de clauses restrictives, c'est-à-dire qu'il affranchit ses esclaves, mais pas ceux de sa femme. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on voit bien il veut accomplir une sorte de dernier devoir d'humanité sur son lit de mort, mais c'est un acte privé, et au fond, il respecte plus le droit de propriété que cette obligation morale, puisqu'il ne va pas jusqu'à dire, ma femme aussi va affranchir ses esclaves. Ah non, ça lui appartient, c'est pas à moi. Ou même, il ne se lance pas dans ce qui aurait été encore plus décisif, défendre l'abolition Exactement. Pour le nouveau pays. Et ça, dès la fin de la guerre, quand il est retiré à Mount Vernon et qu'il n'est pas encore président, des abolitionnistes lui écrivent, lui envoient leur pamphlet pour essayer de le convertir à leur combat. Et il s'abstient de prendre parti pour eux. Alors on sait, parce que c'est dans sa bibliothèque qu'on trouve ces ouvrages, on sait qu'il les a lus, il y a probablement des annotations d'ailleurs dessus. On peut même imaginer qu'au fond il était d'accord, mais il n'a pas voulu prendre le risque personnel sans doute, et le risque politique de fracturer l'Union en s'engageant en faveur du combat abolitionniste. À supposer qu'il ait été convaincu et qu'il pensait que c'était ce qu'il fallait faire. Oui, parce qu'il est certain que soulever cette question à ce moment-là n'aurait certainement pas permis aux 13 colonies de rester ensemble. Les colonies du Sud n'auraient pas voulu se joindre. Déjà, sans entrer dans la discussion sur l'élaboration de la Constitution, elle procède en grande partie d'un compromis justement entre États du Nord et États du Sud qui permet aux États du Sud de poursuivre l'institution particulière, comme on dira plus tard. Mais écoutez, restons-en là sur cette question quand même très épineuse de l'esclavage dans la vie personnelle et les choix politiques de George Washington. Le grand homme reste entier. J'aurais une dernière question quand même. On a vu comment ses choix en tant que premier président avaient posé des normes politiques, des précédents pour la vie politique du pays jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on a un président, Donald Trump, qui abîme un grand nombre de ces normes et de ces précédents du comportement du chef de l'État. Que dirait Washington de Donald Trump, à votre avis ? Oh là, c'est difficile de lui mettre des mots dans la bouche. C'est d'abord un homme dont son successeur immédiat, John Adams, a dit dans une lettre un peu plus tard qu'il avait le don du silence et
qu'il était très économe de sa parole, justement. Alors évidemment, quand on voit un président qui envoie des messages à la terre entière à jet continu, si j'ose dire, et sans réflexion, ça forme un contraste très fort. Maintenant, il est vrai, je pense surtout que les hommes de cette époque, et Washington en particulier, avaient conscience du fait qu'ils créaient des précédents qui devaient donner le ton, montrer l'exemple, et que cet exemple, c'était à la fois de se conformer au texte et aux règles écrites, celles de la Constitution, mais aussi, un peu comme je crois le souligne Montesquieu quelque part, de respecter des normes de comportement non écrites, des usages, des coutumes, ce qui relève presque de la civilité. Il y a un passage très révélateur quand la convention de Philadelphie se termine. Il envoie le texte aux différentes, je crois, au congrès de la Confédération, et il signe, c'est sans doute pas lui qui l'a rédigé, hein, une sorte de lettre de mot de couverture, et il enjoint les membres du congrès de la Confédération à poursuivre en somme cet esprit de concorde. Je crois qu'il emploie le mot amity en anglais, de concorde qui les a unis. Et évidemment, tout cela va à l'encontre à la fois de la démesure et de la polarisation et de ce qu'on appelle parfois aussi l'hystérisation du débat politique. On pourrait aussi dire que pour Trump, à l'envers, George Washington lui aurait semblé être un représentant des élites. Il y a quand même ce positionnement anti-élite de Trump et qu'il exprime aussi dans sa mauvaise éducation, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Trump est aussi lui-même issu d'un milieu social très favorisé. Oui, c'est vrai. On peut faire l'hypothèse aussi que l'autorité naturelle de Washington se serait imposée à Trump et que ça aurait été le test au fond de son autorité naturelle de savoir s'il aurait été en mesure d'imposer le silence à son successeur. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Yves-Marie d'être venu nous présenter votre ouvrage. Je rappelle le titre, Washington, le premier des Américains. C'est sorti chez Talandier en avril 2026. C'est bien ça, et merci pour votre invitation. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.